Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance 3 en C++ et nous allons revenir sur l'affichage dans notre console puisqu'on a fait un peu le tour très rapidement dans la séance précédente sur le code minimal que vous aviez pour votre premier programme et là on va rajouter un petit peu de détails sur des choses qui me semblent importantes à aborder dès maintenant parce que ce sont des erreurs courantes que je revois notamment des retours et des commentaires que je peux recevoir. On y va, on reprend le code comme on avait précédemment, donc le petit Hello World, pas de changement à ce niveau-là et je vais revenir sur certains points maintenant que vous avez fait votre premier programme, des choses qu'on va aussi développer par la suite, hein. On va avoir énormément de fonctionnalités tout au long de cette formation, mais je vais pouvoir déjà commencer à vous expliquer certaines choses à partir de maintenant. On va revenir d'abord sur cette notation ici, c'est-à-dire que je vous avais parlé de cette instruction, ou plutôt cet ensemble d'instructions qui permet par exemple ici d'afficher un texte à l'écran, et je ne vous avais pas forcément détaillé chacune des parties, il y a quand même un minimum à savoir. Cette partie-là concerne la bibliothèque standard, d'accord? On va utiliser notamment un opérateur de portée, et ici on va indiquer en fait d'utiliser une fonctionnalité, donc quelque chose en fait qui est contenu dans la bibliothèque standard. On parle ici d'ailleurs d'un espace de nom, mais on viendra sur ce concept-là par la suite. Comprenez simplement qu'on peut en fait isoler dans des espaces différentes parties, d'accord, de code, pour éviter d'avoir que ces parties en fait entrent en conflit, parce qu'on peut avoir par exemple des mêmes nommages d'un espace à un autre, donc cela permet de bien isoler les choses chacune à leur place et de leur donner un nom, et on parle ici d'espace de nom, pour faire court. Donc cet espace de nom permet d'indiquer tout ce qui fait partie ici de la bibliothèque standard, d'accord, le fameux std que vous retrouvez ici. Et à partir de là, on peut utiliser différentes choses qui sont incluses, d'accord, dans cet espace de nom. On retrouve notamment cout ici, qui va être un objet d'une classe particulière, dont on parlera aussi un petit peu plus tard au niveau de la formation, pas besoin d'entrer dans le détail là-dessus sur les classes, les objets, parce qu'on n'a même pas absolument pas abordé ces concepts-là pour le moment au niveau du cours, mais comprenez que ceci va nous permettre d'afficher quelque chose sur la sortie standard. C'est ce que je vous avais grossièrement expliqué dans la séance précédente. La sortie standard, on travaille pour commencer dans notre console. Donc vous avez la console ici de votre système, d'accord, donc il n'y a pas d'interface graphique, et en affichant un texte dans la sortie standard, on va l'afficher ici sur notre console, ce qui nous permettait d'avoir un résultat à l'exécution du programme que nous avions compilé précédemment. Donc ça, il faut le connaître. On avait notre texte ici, et ensuite on avait une autre partie, alors les chevrons, on viendra aussi, c'est la manière en fait d'utiliser un certain opérateur pour, si vous voulez, injecter ces différentes choses ici, d'accord, dans ce type d'objet qui permet, comme je vous ai dit, de faire l'affichage. Donc on reviendra là-dessus, puisqu'on n'en est pas encore vraiment à parler des opérateurs non plus. Donc on a cette partie, le texte, bon ça c'est une chaîne de caractères, pareil, c'est quelque chose qui va être développé au cours de la formation, donc c'est du texte, hein, tel qu'on le dirait humainement parlant, et sans penser informatique. Et ici une autre partie qui fait également partie de l'espace de nom de la bibliothèque standard, mais cette fois-ci on part de end-l pour end line. Donc il va, comme l'indique le terme en anglais, terminer la ligne, d'accord, c'est la fin de la ligne. Il y a une petite chose à savoir à ce niveau-là, qui est importante. Déjà, au niveau des différents affichages que l'on a, je pense qu'on peut commencer dès maintenant à en développer quelques-uns, même si vous n'allez pas en avoir l'usage tout de suite, quoique, il y a peut-être des gens en s'entraînant qui s'amuseront éventuellement avec ça, mais sachez que quand on parle ici notamment de la console, on va parler de différents flux, c'est-à-dire qu'on va en fait différencier, alors la console en elle-même, vous voyez que c'est un logiciel, c'est un programme qui tourne, on verra pas en fait de différenciation, d'accord, ici, c'est-à-dire qu'on a notre console, on a ici un curseur, donc le prompt, et des choses vont pouvoir s'afficher dans cette console. Par contre, au niveau informatique, et surtout au niveau des systèmes, c'est ce qu'utilise par exemple beaucoup GNU Linux, on va avoir une différenciation au niveau des types de flux, donc des petites en fait de, si vous voulez, zones, d'accord, d'affichage. Celle qu'on utilise par défaut, notamment avec cout, c'est l'affichage standard. Quand vous avez par exemple un message quelconque affiché dans un programme, on va utiliser la sortie standard. Voilà, c'est la version, on va dire, la zone classique, la zone standard, comme le nom l'indique, qui permet d'afficher un simple texte. On va pouvoir également afficher un message, d'accord, un texte, une chaîne de caractères, en indiquant explicitement, d'accord, précisément, qu'on veut en fait l'afficher sur la sortie d'erreur standard, d'accord. Donc std cout, c'est pour la sortie standard, simple, et on va avoir un autre objet, on va travailler en fait sur une autre fonctionnalité du C++, qu'on retrouve également bien sûr dans d'autres langages, pour indiquer cette fois-ci d'afficher en sortie d'erreur standard. Au lieu d'utiliser cout, on va tout simplement utiliser cerr, qui est cerr pour, tout simplement, ici, la sortie d'erreur standard. Alors, si je compile mon programme, on va le faire ici, on va reprendre exactement la même commande que la dernière fois, celle que je vous ai dit plus ou moins de répéter, hein. Donc extra,
D'ailleurs, pour ceux encore une fois qui sont intéressés par ces commandes, hein, j'espère que vous avez été voir la vidéo sur la compilation en C++ pour avoir tout le détail justement là-dessus. Si ça vous intéresse bien sûr, si vous voulez savoir ce que font ces arguments à la compilation exactement. On fait ceci et on exécute. Vous remarquez qu'à l'exécution, que je fasse ça ou que je revienne comme avant à cout, on ne voit absolument aucune différence. D'accord? Donc visuellement parlant, nous, ça n'aura pas tellement de différence ici en tout cas, dans ce genre de configuration-là, mais au niveau informatique, ça va en avoir une. Il va y en avoir une. Ici, on parlera encore une fois de la sortie standard. Là, on va parler de la sortie d'erreur standard, c'est-à-dire que quand il va y avoir des programmes ou des systèmes qui sont capables en fait de distinguer ces différentes zones, d'accord, et de les traiter du coup de différentes manières, on va avoir tout un intérêt de l'utiliser. Et on a également une autre partie, puisque je vous présente ces deux-là, qui va permettre de faire de la journalisation. Donc la journalisation, par exemple, c'est ce qu'on appelle des logs en informatique. En gros, une action se passe par exemple dans un programme, une application, un site web, n'importe quoi, et on veut pouvoir journaliser tout ce qui se passe. Notamment, votre système d'exploitation le fait, d'accord? Votre système d'exploitation, à chaque fois que vous branchez une clé USB, que vous mettez à jour des pilotes, que vous installez un logiciel, etc., tout est journalisé, d'accord? Il y a un système en fait qui agit un peu comme une sentinelle, qui surveille un petit peu tout ce qui se passe sur le système, et dès qu'il y a quelque chose qui est fait, une action, il le journalise. Cela permet d'enregistrer, de journaliser tout ça, et d'être capable d'avoir un historique en fait de tout ce qui s'est passé. On peut avoir la même chose sur un site web, savoir par exemple qu'un utilisateur vient de s'enregistrer, tel utilisateur s'est connecté, ou il y a eu une tentative de connexion avec une autre adresse IP. On peut par exemple faire de l'historique, par exemple pour détecter des attaques de piratage sur un site web, ou un serveur, ou n'importe quoi. Bref, la journalisation, c'est utilisé en informatique dans énormément de choses, et on aurait du mal finalement à s'en passer, puisque c'est quelque chose qui aide énormément le développeur, le mainteneur, l'administrateur, le technicien, pour un certain nombre de tâches, d'accord, et même de secteurs de métier. Donc c'est important. Si on veut journaliser, on utilisera clog. Alors pareil, ici, même chose, au sens visuel du terme, si je compile et j'exécute, on ne verra pas de différence. D'accord? Par contre, plus tard, quand vous utiliserez des systèmes éventuels pour, par exemple, indiquer une erreur, vous pourrez précisément l'afficher sur l'erreur standard, la sortie d'erreur standard, ou l'afficher ici pour les logs. Petite différenciation aussi, qui va être important et je pense qu'il faut parler au niveau de la console, c'est ce qu'on appelle la mise en mémoire tampon. C'est-à-dire que je parle ça dès le début d'un cours de programmation. Pourquoi? Parce que c'est un problème que je vois très très tôt pour les gens qui commencent la programmation, et ça revient tellement souvent que je me vois limite obligé d'en parler, parce que finalement, voilà, on est obligé d'expliquer les choses aux gens pour que les gens comprennent justement qu'est-ce qui se passe. Il faut savoir qu'au niveau informatique, sans trop entrer dans le détail, parce qu'on n'est pas sur une vidéo d'architecture, vous allez en fait avoir des communications entre la mémoire, d'accord, et vos différents périphériques. Ça peut être notamment votre disque dur, ou simplement donc ce qui va permettre de stocker notamment vos fichiers. D'accord, on va avoir des appels qui vont être faits, des appels système, pour pouvoir communiquer comme ça avec le système, les périphériques, etc. Le problème, c'est que tous ces éléments, tous ces composants ne fonctionnent pas à la même vitesse. Je pense que n'importe qui, si vous avez un minimum de base en informatique, vous savez par exemple que votre mémoire vive, d'accord, les barrettes RAM que vous avez dans votre ordinateur, ont une vitesse plus rapide, par exemple, que votre disque dur. Si vous avez surtout un vieux disque dur mécanique, vous verrez largement la différence. Et le processeur, pareil, une certaine rapidité au niveau de ses registres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Automatiquement, pour éviter que certaines parties, d'accord, de toute cette structure attendent qu'une autre structure ait fini son travail, d'accord, par exemple on veut communiquer des données, transmettre, etc., eh bien on va avoir ce qui s'appelle de la mémoire tampon, de la mise en mémoire tampon. C'est-à-dire qu'on va enregistrer des informations en mémoire, dans une mémoire qui elle est rapide, qui va attendre et ensuite va effectuer ce qu'on appelle des flushs, d'accord, donc une vidange, genre c'est un peu bizarre si on utilise le terme français, mais voilà, si on doit employer le terme français, c'est comme ça qu'on dit, on parle d'un flush, qui va tout simplement rendre effectif en fait l'enregistrement. Comment ça fonctionne? Eh bien si on prend cet exemple ici, et vous verrez pourquoi je vous en parle, parce que ces différents objets que je vous ai montrés ici ont leur importance, et on va le voir après, c'est parce qu'ici vous avez justement une mise en mémoire tampon qui est faite. D'ailleurs, si je me contente de faire juste ceci, on va simplifier pour le moment, ici, std donc cout va donc préparer le flux de sortie standard, d'accord, c'est une fonctionnalité que me propose C++, et on va lui injecter ici une chaîne, d'accord, il va le préparer ici, tel quel. À un moment donné, tel que c'est choisi, alors après c'est tout un accord avec le système d'exploitation, le compilateur, etc., c'est tout un ensemble assez complexe que je n'ai pas à vous détailler là, on va avoir un flush qui va être fait, et c'est le flush qui va vous permettre de voir l'affichage à votre écran. D'accord, c'est-à-dire que c'est vraiment ce dernier qui vous permet à un moment donné de voir en console ici le texte s'afficher. S'il n'y a pas eu de flush, vous ne verriez jamais ce texte, parce que ce texte serait enregistré en mémoire, d'accord, dans un cache en fait, une mémoire tampon, en attente qu'il se passe quelque chose, en attente que l'on puisse par exemple écrire sur le disque, d'accord, de faire un appel système pour être un peu plus précis,
et à ce moment-là de pouvoir rendre les choses effectives. Alors ça concerne surtout quand on va travailler avec des fichiers, d'accord? C'est vraiment surtout quand on travaille avec des fichiers, mais je vous ai englobé un petit peu en fait l'explication à quelque chose de plus général, avec la mise en mémoire tampon. Donc pourquoi il faut le comprendre? Bah justement, encore une fois, parce que je vois beaucoup de gens avoir des erreurs de programmation qui sont souvent et très souvent aussi liées à des problèmes justement d'incompréhension de cette mémoire tampon, et des fois même on voit des choses qui sont faites et qui ne devraient absolument pas être faites à ce niveau. Ici, donc, de base, on n'a pas en fait explicitement indiqué de faire un flush, d'accord? C'est le compilateur, c'est le système, etc. qui se débrouilleront pour faire en fait ce flush et pour permettre l'affichage. Parce que de toute façon, si on n'a pas d'affichage du tout, ce serait assez embêtant. D'ailleurs, ce que je peux éventuellement montrer, qu'est-ce qu'on peut faire? On va le faire comme ça. On va mettre un autre message. Ici. On va directement recompiler. On va montrer avec des exemples, on va prendre le temps, ça sert à rien d'aller trop vite. Et là, vous voyez que tout s'est mis à la suite de l'autre. Pourquoi? Vous auriez certainement pensé que, avec cet ensemble d'instructions, votre programme aurait une exécution complètement linéaire, donc va traiter cette instruction, dire voilà, bon bah ok, j'injecte ça, donc j'affiche finalement à l'écran ça. On va rester sur des termes assez basiques pour pas trop compliquer. Et après, il passe à la suite, et là on affiche ceci, d'accord? On a plusieurs éléments. Alors d'ailleurs, j'aurais pu indiquer éventuellement un petit retour à la ligne, mais on le verra après, parce que je crois qu'on ne l'avait pas vu précédemment. Ici, il va se contenter en fait de tout mettre en mémoire tampon, et après, il fera un flush, et c'est au moment du flush qu'on va effectivement, comme je l'ai dit, inscrire, et donc ici en l'occurrence, pouvoir afficher les éléments que l'on veut à l'écran. Si je vous ai fait mettre dans la séance précédente cette petite partie-là, endline, c'est parce qu'elle va justement s'occuper, alors attention, j'ai oublié les chevrons, de faire le flush. Alors pas seulement. En réalité, endline fait deux choses. Il fait un retour à la ligne, d'accord, et ça on va le voir un petit peu en détail aussi, que c'est important de le voir dès le début, comme ça vous saurez faire, et il fait ensuite un flush. Ce qui va indiquer clairement qu'à partir de là, tout ce qui aura été en fait injecté, parce que d'ailleurs je ne vous l'ai pas spécialement montré, mais vous pouvez parfaitement faire ceci. Et ça on reviendra quand on parlera des opérateurs un peu plus en détail. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire donc encore une fois? Ça c'est pour la sortie d'erreur standard, et on lit ensuite de gauche à droite. Donc on injecte ce texte-là, ensuite ce texte-là, et ensuite on ajoute un retour à la ligne, et on flush. D'accord? Encore une fois, pour la partie sortie. On parle de la sortie standard. Parce qu'évidemment, on a en fait une mémoire tampon qui est pour les différentes zones. Vous savez, je vous parlais de la zone sortie standard, sortie d'erreur standard, et on aura également, on verra le flux d'entrée, d'accord? La mémoire, le tampon d'entrée, notamment quand on fera de la lecture de données, mais on verra ça un peu plus tard dans la formation aussi. Donc là, c'est pour dire retour à la ligne, et tu flushes à ce moment-là. Et automatiquement, là je peux mettre un autre message, hop, on va vite faire compiler pour voir un petit peu visuellement, et voilà ce qui va se passer, d'accord? On va pouvoir comme ça changer un petit peu les différentes choses qu'il y a. Donc c'est bien de savoir ce principe-là pour savoir un petit peu ce que fait cette ligne. Surtout quand on travaillera plus tard sur des fichiers, vous comprendrez pourquoi. Donc ceci fait deux opérations, le retour à la ligne, le flush. On peut évidemment décomposer tout ça, d'accord? Alors, avant de décomposer, on va revenir sur ces différentes parties, parce que finalement on a vu trois choses, et je vais comme ça pouvoir d'ailleurs intégrer une petite fonctionnalité très pratique en programmation, qui va vous permettre notamment d'écrire des commentaires. Vous avez ici du code, qui va vous servir, qui lui va être en fait pris en compte par le compilateur, qui va l'analyser, etc., et qui va produire votre programme. Vous, en tant que développeur, vous aurez parfois besoin de prendre des notes sur ce code, ou même de le documenter, par exemple si vous travaillez à plusieurs, ou si même vous-même en fait avez besoin par la suite de relire votre code et donc de comprendre ce que vous aviez écrit. Parce que vous savez, d'après d'une semaine, d'un mois ou d'une année à l'autre, on peut énormément et très très vite oublier ce qu'on en a pu écrire, et d'avoir des petits commentaires, ça peut pas mal aider à la compréhension quand on fait de la relecture de code. Parce que finalement, on passe quand même énormément de temps à lire et relire du code, donc c'est quand même bien d'avoir des commentaires et de quoi documenter un peu tout ça. On a pour cela possibilité d'en faire. Donc les commentaires, vous pouvez en écrire sur une seule ligne, avec simplement un double slash. Voilà, donc ça c'est un commentaire on va dire assez court. Hein. Il tiendra sur une seule ligne, donc vous ne pouvez pas l'écrire sur plusieurs, attention. Et si vous avez besoin d'écrire un très long commentaire, bah vous utilisez tout simplement cet ensemble de symboles. Donc slash astérisque, et à la fin pour marquer la fin du commentaire multiligne, astérisque et un slash. Ici et là, vous pouvez bien sûr, c'est bon. Ici vous pouvez faire de la documentation, hein, donc par exemple, on verra plus tard, cette fonction, ou alors plutôt, genre vous aurez une documentation sur une fonction en particulier, vous mettrez affiche, voilà,
du texte à l'écran, et vous mettrez en fait le descriptif avec d'autres éléments si vous voulez documenter. Donc ça c'est important. Alors maintenant je vais utiliser, que vous savez ça, je vais l'utiliser pour noter différentes choses, puisque ces commentaires ne seront pas pris en compte par le compilateur. Ils seront tout simplement ignorés, d'ailleurs ils vont même être très vite effacés dans les étapes de compilation. Donc c'est vraiment juste pour vous développeurs, et tout ce que vous notez là-dedans, vous pouvez mettre des accents, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ne sera pas pris en compte au niveau de la compilation telle qu'elle est. Donc là par exemple, je vous ai parlé de stdc out, vous indiquez que ça c'est la sortie standard. Alors historiquement on l'appelle std out, hein, notamment dans d'autres langages de programmation, c'est le nom qu'on lui donne, ou quand on fait de la programmation système. Voilà, c'est la sortie standard. On va avoir cette version là, donc ça c'est la sortie d'erreur standard. Et on aura, donc là c'est une sortie un peu spéciale, donc ça fonctionne toujours pareil, mais on va en fait avoir, alors je vais marquer simplement pour de la journalisation. On va parler de journalisation ici, d'ailleurs c'est pas ça que je voulais mettre, je vais mettre plutôt affichage standard, on parlera des flux autrement, et ici pour les erreurs. En gros, ceci est à utiliser pour de l'affichage simple, ceci pour de l'affichage d'erreur, et ceci si vous voulez journaliser, donc enregistrer par exemple des actions pour avoir un historique. Un message d'erreur, en fait, il n'est pas fait ici, tel quel en tout cas, avec cet objet-là, pour être historique, pour être en fait enregistré dans un historique. C'est un message qu'on va afficher directement, voilà. Ça par contre, on aura éventuellement de la journalisation à faire, donc c'est quelque chose qu'on veut archiver, que l'on veut garder éventuellement pour analyse ultérieure. La différence, c'est que celui-là propose une mise en mémoire tampon. Alors on va employer le terme anglais, on dit qu'il est en fait dans un buffer, donc il est bufferisé. D'accord? Alors vous pouvez mettre dans un tampon, je vais mettre en mémoire tampon. Je vais y arriver, comme j'ai le micro qui dérange, pas pratique. Voilà, en mémoire tampon. Lui est en mémoire tampon aussi, mais lui non. D'accord? Donc lui c'est affichage direct. Dès que vous utilisez en fait cette version-là, il le met pas en mémoire tampon pour éventuellement attendre en fait avant le flush pour pouvoir être affiché. Ça s'affichera directement. Alors c'est pareil, toutes ces histoires de mémoire tampon, affichage par exemple synchronisé ou pas, vont être très importants quand vous allez faire de la programmation par exemple en multithread, d'accord, avec des threads, etc. C'est quelque chose qui vous concernera assez vite, parce que c'est pas forcément quelque chose que l'on voit quand on a 25 ans bien sûr d'expérience en programmation. On peut être très vite amené à travailler dans ce genre de cas. Mais il y a aussi un coût, c'est-à-dire même sans parler de faire de la programmation multithreading, il y a un coût aussi, notamment quand vous allez travailler avec des fichiers, et ça pour le coup ça a d'autant plus de chances d'arriver, et même très très vite, de faire la différence entre quelque chose qui va faire un affichage qui est mis notamment dans un buffer, donc en mémoire tampon, de quelque chose qui ne fait pas de mise en mémoire tampon, où là évidemment ce genre d'instruction sera plus rapide, d'accord, elle ne fait pas de mise en mémoire, à ce niveau-là. Donc quand on abordera les fichiers, de toute façon on reviendra très certainement là-dessus. Donc déjà, il faut différencier un petit peu tout ça, d'accord, à ce niveau-là. Ensuite, std handle, donc ici, va lui faire un retour à la ligne, et on va venir, ce que vous allez voir qu'il y a des caractères pour faire ça, et un flush, d'accord. Voilà. Alors ça, c'est tout à fait décomposable. Et d'ailleurs, l'avantage, c'est que les compilateurs font en sorte en fait d'avoir des caractères qui sont par exemple, qui ont un comportement identique d'un système à l'autre, parce que vous verrez que selon les systèmes, eh bien, le codage plutôt même de certains caractères n'est pas forcément le même, donc le compilateur s'arrange en fait pour avoir quelque chose qui est maximum portable. Sinon il faudrait écrire à chaque fois un code différent pour chaque système, et heureusement on a quand même moyen d'écrire un code qui est portable, en tout cas tant qu'on n'utilise pas d'extension. Donc le retour à la ligne va être fait avec un ensemble de... un caractère spécial, parce qu'on peut retrouver plusieurs caractères spéciaux en informatique, et on va en noter quelques-uns, notamment le anti/n, qui fait le retour à la ligne, clairement. Donc un retour à la ligne, c'est quoi? Quand je fais ça, j'ai fait un anti/n, d'accord? Ici, j'en ai 2, 3, etc. Donc si vous voulez sauter carrément une ligne complète, il y a 2 retours à la ligne à faire. Sauf si on est déjà au début de la ligne suivante, mais ça, c'est un autre cas. Si on veut une tabulation, vous savez, c'est quand je fais ça. Hop, le curseur se déplace d'une tabulation, donc c'est une mise en retrait. On a l'anti/t. Alors je vais pas tous vous les montrer, mais vous montrer vraiment les plus importants, donc c'est surtout ces deux-là en réalité. Et après, comme on utilise souvent l'anti/ comme ça pour utiliser un caractère spécial, notamment en informatique, si à un moment donné vous avez besoin explicitement d'afficher ce caractère-là, comme c'est un caractère, vous voyez, qui a un comportement particulier, il faut simplement le doubler. Voilà. Donc ça c'est pour afficher un anti/, pardon.
Voilà, donc je vais vous montrer ceux-là, il y en a d'autres aussi, mais ils ont beaucoup moins d'intérêt, on va dire. Donc c'est surtout ces deux-là, et surtout lui, qui est très utilisé bien sûr en informatique, et qui a tout son intérêt par la suite. Donc ceci, c'est ni plus ni moins qu'un caractère pour dire de faire un retour à la ligne, d'accord, qui est codé dans un système de codage. Pareil, allez voir les vidéos d'architecture si vous voulez en savoir plus sur les systèmes de codage et compagnie, et on va pouvoir indiquer un retour à la ligne. Donc std_handle, même s'il fait aussi d'autres petites choses, mais qui ne sont pas tellement intéressantes pour le stade où on est, comprenez que ce qui nous intéresse là, c'est qu'il fait le retour à la ligne. Donc il affiche en fait simplement l'anti/n, d'accord. Alors, l'anti/n ne serait pas forcément compatible avec tous les systèmes d'exploitation, mais votre compilateur fait bien le boulot, et donc permet de faire le retour à la ligne, que ce soit sur Linux, macOS, Windows, aucun problème. Parce que sur Windows notamment, il faudrait rajouter un anti/r en réalité, un retour chariot, mais c'est dû à des compatibilités historiques, notamment avec des vieux systèmes de machines à écriture, qui nous concernent évidemment plus en 2021, c'est clair. Et le flush, qui va, bien sûr, comme je vous l'ai dit, vider la mémoire tampon, donc c'est ça qui est important, c'est ça que je ne vous l'ai pas forcément dit tel quel, mais il ne faut pas oublier, on va vider la mémoire tampon et afficher tout ce qui avait été mis dedans, d'accord, très important. Quand on parle bien sûr de tampon de sortie, parce qu'on a le tampon d'entrée, le tampon de sortie, c'est ce qui nous intéresse. Le tampon de sortie pour de l'affichage, donc on écrit dans quelque chose, qu'on n'est pas forcément dans l'affichage d'ailleurs, ça on précisera plus tard, et le tampon de lecture, qui est de l'entrée, donc par exemple on peut lire sur un clavier, ou voire même lire depuis un périphérique, donc récupérer, on lit des données depuis un périphérique prévu pour ça. Voilà, deux choses. Si on veut flush explicitement, alors à ce stade vous n'en aurez très certainement jamais, vous n'aurez jamais besoin de le faire ici, mais un jour vous aurez peut-être besoin de faire ceci, sachez bien sûr que la bibliothèque standard propose un flush, donc là cette possibilité là, pour pouvoir volontairement faire un flush en fait au niveau de votre affichage. Alors vous, bien sûr, je ne vous recommande pas spécialement utiliser maintenant, parce que ça n'a pas d'intérêt, mais sachez que ça existe, et sachez qu'il y a des moments où vous en aurez peut-être besoin. Alors pourquoi c'est important, pourquoi je voulais pour présenter ça à ce niveau-là? Déjà parce qu'on parle de l'affichage console, et encore une fois c'est quelque chose qui revient très souvent. Déjà pour vous dire de ne jamais faire un flush, alors même si ici vous n'aurez pas trop le problème, mais par exemple on ne va pas flush sur une mémoire de lecture, d'accord, sur un tampon de lecture, on ne va pas s'amuser à flush nous-mêmes, on créerait tout simplement un comportement qui est complètement indéfini, où en gros le programme peut faire absolument n'importe quoi et on est incapable de prédire ce qui va se passer. À partir du moment où on veut flush une mémoire tampon, on va exclusivement flush la mémoire de sortie, d'accord, le tampon de sortie. Si on a besoin en fait d'arrêter de mettre en mémoire tampon, notamment quand on utilise des fonctionnalités qui le font, comme par exemple Cout, et d'afficher directement en vidant le tampon. Alors vous verrez que par la suite, quand on travaillera sur des fichiers notamment, ça va être très intéressant. Par exemple, vous serez plus souvent amené à utiliser le retour à la ligne tel quel, plutôt que par exemple d'utiliser à plusieurs reprises ce genre de fonctionnalité là. Parce qu'encore une fois, celle-là fait un retour à la ligne, elle fait un flush à chaque fois. Mais le flush en lui-même a un coût. Rappelez-vous cette histoire de mémoire tampon, où on met en mémoire les informations, et ensuite on va faire des appels système, donc on va éventuellement écrire sur le disque, notamment quand on travaille sur des fichiers. Donc si à chaque fois vous voulez enregistrer par exemple des informations dans un fichier plus tard, vous utilisez ce genre de fonctionnalité, d'accord, ce genre de syntaxe-là avec le handline directement, et bien vous allez à chaque fois faire vos retours à la ligne et faire le flush. Alors qu'à la base, vous voulez peut-être juste faire des retours à la ligne dans votre fichier. Et dans ce cas-là, on recommandera largement l'usage du caractère spécial qui est celui-ci, qui est d'ailleurs valide, compatible et portable sur énormément de langages de programmation. Si vous êtes en C, vous avez le même, si vous êtes en PHP, vous avez le même, etc., etc. Donc on retrouve ça vraiment partout, même en Python, tout ce que vous voulez, sans forcément devoir faire le flush. Donc attention, pourquoi je voulais indiquer ça? Parce que ça peut être une erreur très rapide. Forcément, quand on lit ça tel quel, on se dit end-l comme endline, donc on aurait tendance à penser que ça ne fait qu'un retour à la ligne, mais en réalité, pas du tout. Et d'ailleurs, ça, ce n'est pas tout à fait exactement ce que fait endline. Il y a aussi une autre partie, mais qui n'a pas besoin d'être détaillée ici. Donc attention, le flush n'est pas une opération telle quelle qui ne coûte rien. Quand on travaille sur des fichiers, vous verrez qu'on peut avoir des différences absolument énormissimes entre le fait de vider la mémoire tampon et le fait de ne pas le faire. Donc quand on veut faire un retour à la ligne, c'est le petit conseil avec lequel je termine cette parenthèse, et bien utilisez ceci, si c'est vraiment pour faire un simple retour à la ligne. Par contre, si vous voulez vraiment, volontairement, faire un retour à la ligne et flush, vous utiliserez bien sûr endline. Et si on veut simplement flush, bon, mais là c'est quand même des cas particuliers, ça ne va pas vous concerner vous avant un petit moment, donc ça je m'inquiète pas. Vous avez bien sûr des fonctionnalités que propose le C++ à ce niveau-là. Voilà, je pense que là-dessus, j'ai dit tout ce que je voulais dire. Donc on a vu ces trois petits objets en fait de notre bibliothèque standard pour de l'affichage. Donc vous allez quasiment toujours utiliser celui-là, mais si plus tard vous voulez afficher des petites erreurs, utilisez pourquoi pas celui-là, comme ça voilà, vous prendrez l'habitude. Celui-là, bon, il va pas tellement vous servir maintenant, mais je vous le présente, comme ça ce sera fait, et je pense que ça pourrait être intéressant pour la suite aussi.
Maintenant, headline, on a fait un peu le tour pour vous expliquer. Donc, vous voyez, on a en fait décortiqué un peu le code de la dernière fois, qui était celui-ci. Donc maintenant, vous savez de quoi il est composé précisément. On n'a pas encore une fois expliqué ce type d'opérateur, et bien sûr, on n'a pas le détail du tout sur ce qu'est une chaîne de caractères au sens informatique du terme, mais ça, on le verra par la suite. Et on a fait comme ça un petit peu le tour de tout ça. Voilà. Je pense que ici, on a fait le tour, les caractères, c'est ce que je voulais aborder avec vous. Ok. Donc voilà. Donc ça, en fait, quand vous faites endline, d'accord, ça reviendrait à afficher un anti/n et utiliser stdflush, hein, d'accord, grossièrement, en tout cas, à quelques détails près, mais ça reviendrait à faire ce genre de choses-là. Donc bien sûr, utilisez endline en sachant pourquoi vous le faites, mais si c'est juste pour faire un retour à la ligne, comme là par exemple, ici honnêtement, il n'a pas tellement d'intérêt, hein, mon endline, je peux parfaitement me contenter de faire ceci. Si je voulais juste un retour à la ligne au niveau de ma console pour pas en fait que ça se colle avec le prompt de la console, j'ai pas forcément besoin de faire un endline. D'accord, voilà. De toute façon, le flush après, ce sera fait. Bon, là on en a qu'un, donc même si je le mets, c'est pas tellement gênant, parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, de toute façon, il y ait un flush qui soit fait. Donc forcément, si je n'ai qu'une seule ligne, qu'un seul affichage dans mon programme, le std endline ne pose pas tellement de problème, puisque de toute façon, il sera fait. Donc ça n'a pas tellement d'incidence, mais vous comprenez, j'espère que vos programmes ne vont pas se contenter que d'afficher une seule chose. Hein, je pense que ça, c'est assez clair maintenant à ce stade. Voilà, écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette partie, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Je voulais simplement vous parler de tout ça, je voulais vous parler des caractères spéciaux et je vous montrer comment faire des commentaires, parce que ça va être très utile, donc utilisez-en quand vous en avez besoin, bien sûr. Et on passera comme ça à la suite du cours. Pour la prochaine séance, on va parler de la manière en fait de pouvoir mémoriser de l'information. C'est-à-dire jusqu'à présent, vous avez vu, on affichait du texte, très bien, on fait du retour à la ligne, super, on sait faire des choses incroyables, mais forcément, durant l'exécution de notre programme, on va avoir besoin d'enregistrer de l'information le temps de son exécution pour pouvoir travailler avec. Par exemple, lire le contenu d'un fichier, il faut bien qu'on puisse enregistrer le contenu de ce fichier quelque part si on a besoin de travailler dessus, et pas seulement perdre l'information et devoir à chaque fois la relire, sinon, voilà, si on n'a pas de mémorisation, on passerait notre temps à tout le temps tout relire et à travailler que sur des informations brutes, et non pas des informations mémorisées quelque part. Donc on verra tout ça pour la suite du cours. On parlera notamment des variables, c'est la notion que nous verrons par la suite, qui est très importante bien sûr en programmation et qu'on retrouve partout, qu'il faudra vraiment bien connaître, avec laquelle il faudra être vraiment à l'aise pour la suite, puisque vous allez les utiliser tout le temps. Donc il faudra être attentif absolument au niveau de cette nouvelle séance qui vient prochainement. Je vous dis à bientôt pour la suite. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a clairement et rapidement quand même abordé ici, n'hésitez pas, on reviendra là-dessus dans les commentaires si ça vous pose quelques soucis. A bientôt tout le monde.